Le gouvernement des Warriors, c'est une page de l'histoire qui se tourne définitivement. Un nouveau chapitre vient de s'ouvrir pour l'équipe de Judith Suminwa. Fort de 54 membres, le nouveau gouvernement est déjà attendu au pied du mur. Nous essaierons d'analyser et de décrypter les chances qu'a cette équipe de réussir. Cette équipe qui est la première du second mandat du président de la République. Bienvenue et bonjour à tous. Vous êtes dans Géopresse, votre magazine d'analyse de questions d'actualité, des questions économiques et aussi des questions politiques. Et pour analyser et décrypter, nous avons autour de cette table d'abord Fiston Oleko. Bonjour Fiston. Bonjour Patrick Ilunga. Voilà, Fiston Oleko qui n'est plus à présenter. Il est journaliste ici à Géopresse, ici à Géopolis. Un habitué de Géopresse à ma gauche, à votre droite, fidèle téléspectateur, nous avons Dieudonné Bonali. Bonjour Dieudonné. Bonjour Patrick Ilunga, bonjour à mon co-débatteur Fiston Oleko. Bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, Fiston Oleko, on va commencer déjà avec cette première question. Il y a 1 jour et demi ou bien 2 jours que le gouvernement a été publié, après un long moment, mais on sent déjà qu'au sein de l'Union sacrée, il y a un malaise. Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce que cela vous inspire du fait qu'on parle aujourd'hui des répartitions géopolitiques, l'équilibre n'a pas été trouvé selon certains. Qu'est-ce que cela vous inspire? Merci beaucoup Patrick Ilunga. Il faut dire que le Congo c'est ce qu'il est, Le Congo c'est 26 provinces, le Congo c'est plus de 400 ethnies avec 100 millions d'habitants. Et là vous soulevez un cas bien évidemment de la province du Maniema qui s'est plaint. D'ailleurs ces élus, plus d'une dizaine des élus de cette province ont signé une déclaration le mercredi, la journée, pour dire que voilà, l'effort de militer pour un Congo meilleur doit revenir à tous les Congolais et leur province n'a pas été prise en compte. Il faut dire que le Maniema, c'est aussi une grande province, à n'est pas oublier, à n'est pas négliger. C'est plus de 2 millions d'âmes des Congolais qui sont là dans cette province. Donc ils sont quand même dans leur droit de réclamer un poste au niveau du gouvernement. Mais il n'y a pas que l'équilibre géopolitique qui entre en compte. Il y a aussi la question des enjeux de l'heure. Il y a aussi la question des forces politiques. Il y a aussi la question, il faut dire que le gouvernement Suminwa, le président de la République et la première ministre n'ont pas voulu des figures déjà très très connues revenir en nombre important dans ce gouvernement. Ce sont tous ces paramètres-là qu'il faut aussi prendre en compte dans un gouvernement de 54 membres. Et le gouvernement Sama Lukonde 2 avait 57. Et ici, on trouve qu'il y a une forme de dégraissement de ce gouvernement Suminwa, justement dans l'effort de diminuer le train de vie des institutions. Mais je pense qu'il est difficile de satisfaire tout le monde dans ce contexte-là, de satisfaire toutes les sensibilités. Parce que, vous savez, la question de la constitution du gouvernement, nous sommes tous conscients ici sur ce plateau que ça a pris beaucoup de temps. C'est justement pour prendre en compte tous ces paramètres-là. Et c'est une question très complexe. Il fallait satisfaire toutes les catégories. Nous avons les jeunes, nous avons les femmes, nous avons aussi de l'expertise qu'il faut mettre à contribution pour travailler en faveur du pays. Donc il serait, comme je l'ai dit ici, difficile de satisfaire toutes les sensibilités au même moment. Voilà, merci Fiston Oleko d'avoir planté le décor. Dieudonné Bonali, je me tourne vers vous. Fiston vient de le dire, le Congo c'est quand même plus de 100 millions d'habitants, c'est 450 tribus, c'est 26 provinces, c'est plus de 250 dialectes ou langues. Certains, quand on regarde ce gouvernement, ils disent qu'il y a un bel équilibre qui a été trouvé entre les femmes, les anciennes figures qui sont quand même, on va dire, qui sont un petit peu, qui ont de l'expérience, et la jeunesse. Qu'est-ce que cela vous inspire? L'agitation, quand vous regardez au sein de l'Union sacrée, il faut le dire comme ça, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, moi je vais dire, avant la sortie du gouvernement, égal après la sortie du gouvernement, pourquoi je l'ai dit, il y a un malaise qui se faisait sentir déjà au sein de la nouvelle majorité parlementaire, parce que la Constitution le dit si bien, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Et il en est de même
des membres du gouvernement. Ils viennent de coalitions, des regroupements politiques qui composent la majorité parlementaire. C'est comme un gâteau qui s'est partagé. Bon, il y a certains qui s'estiment avoir été bien servis, d'autres mal servis, d'autres les oubliés. Ils sont restés avec des assiettes, fourchettes à la main, couteaux, mais sans quelque chose à mettre sous la dent. C'est le décor que nous présentent ces nouveaux gouvernements. Mais nous devons les souligner. On ne peut jamais composer une équipe gouvernementale, le gouvernement de la République, en tenant compte de la composition morphologique de notre État. Sinon, nous allons former un gouvernement ethnique basé sur les plus de 450 tribus que nous avons au pays. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on ait au moins un représentant de chaque tribu dans ces gouvernements. C'est pratiquement impossible par rapport au nombre de ministères que nous avons. C'est aussi impossible. On ne peut pas trouver les 100 millions de Congolais dans un gouvernement. C'est aussi impossible, même si nous avons beaucoup de compétences, de retrouver toutes les compétences dans un gouvernement. C'est là où j'appelle le présidium de l'Union sacrée, la nouvelle majorité, à continuer ce travail de négociation. Parce que ceux qui ne se sont pas retrouvés dans le gouvernement central, nous avons 26 gouvernements provinciaux. Vous pouvez être ministre dans un gouvernement provincial, ce n'est pas un péché. On ne dit pas que là-bas on ne paye pas un ministre. Vous pouvez être aussi un membre d'un cabinet. Être directeur de cabinet dans un ministère, ce n'est pas petit. Vous pouvez être conseiller principal, ce n'est pas petit. Il y a encore les portefeuilles de l'État. Bien que nous dénonçons souvent dans cette émission le fait de toujours nommer des politiciens au lieu de nommer des technocrates pour qu'ils viennent gérer les entreprises et les services publics. Mais nous disons à ceux qui se sentent, qui n'ont pas été bien servis, il y a les portefeuilles de l'État. Mais j'ai aimé plutôt les innovations. Mais quand vous comparez les avantages, les inconvénients, vous comparez le gouvernement Soumino et le gouvernement Sama Lukonde, vous allez voir, Fisson Olekola dit tout à l'heure, il a parlé des 57 membres du gouvernement pour Sama Lukonde et 53 pour Judith Soumino. Moi, je dis non, ce n'est pas 53. Plus elle-même, la chef du gouvernement, ça fait 54. Fiston a parlé 57, de 54. 55. 57 moins 54. Vous avez 3 ministres de moins. Encore que ce ne sont pas tous les ministres. On peut avoir un ministre de moins, un vice-ministre de moins. Ça fait quand même beaucoup, c'est trop. 57 à 54. Moi, je n'ai pas vu la promesse du chef de l'État se concrétiser. Celle qui consistait aussi à mettre en pratique la réduction du train de vie de l'État. Le gouvernement est éléphantesque. Nous avons un budget qui avoisine les 16 milliards de dollars américains. Et les inspecteurs des finances disent, même ceux qui font les analyses sur l'économie de la RDC, que l'essentiel est consommé par... L'essentiel, plus de la moitié de notre budget est consommé par la rémunération du personnel politique, les membres des cabinets ministériels, et puis la fonction publique. L'État a plus d'1 million de fonctionnaires. Voilà. Ajoutez à cela les personnels militaires, policiers et les agents des services de sécurité. C'est pour vous dire que nous travaillons pour mobiliser les recettes et ces recettes sont consommées pour payer les salaires. Malheureusement, nous n'investissons pas. C'est pour cela que nous faisons un pas en avant, 2 pas en arrière. Ce gouvernement, je pense, devait être réduit à moins de 40 ministres. J'ai suivi les Tchad. Les Tchad n'a pas un gouvernement de plus de 30 ministres. Vous allez dire, bon, c'est la RDC, on a 100 millions d'habitants, mais ce ne sont pas des raisons suffisantes et nécessaires pour dire que nous devons avoir 54 ministres. C'est beaucoup dans un pays où nous avons consacré la décentralisation. Nous avons 26 exécutifs provinciaux, c'est-à-dire des gouvernements provinciaux. Moi, je pense à la limite, on devait avoir un gouvernement de 15 ministres.
on fusionne beaucoup de ministères qui ont presque le même nom. Numérique et PTT. Et enseignement primaire et secondaire, enseignement technique. J'ai aimé, on a fusionné ça, mais il y a d'autres ministères qu'on pouvait encore fusionner pour avoir 15 à 20 ministres. Parce que nous avons déjà des ministres provinciaux, des chefs des exécutifs provinciaux. Voilà. Pourquoi encore aller avoir un gouvernement éléphantesque pour grever le budget de l'État et occasionner encore des dépenses? Voilà, déjà il faut rappeler que le ministère du numérique a été fusionné dans le PTNTIC, si je ne me trompe pas. Fiston Leko, il faut quand même... Mais jeunesse et sport, pourquoi on a séparé? Ça aussi les problèmes. Il faut quand même rappeler qu'il y a une notion qui est un petit peu indécente, mais elle est là. La notion du partage de gâteau. L'Union sacrée, c'est quand même 47 regroupements politiques, avec autant de partis, beaucoup de partis. C'est quand même plus de 400 députés. Mais la question que je vais vous poser maintenant, est-ce que ce n'est pas un recul, hein? On n'a pas fait des pas en arrière quand même. On se retrouve aujourd'hui à parler de province, alors que le pouvoir, normalement le gouvernement, devait être partagé. On va dire les postes et les responsabilités devaient être partagés par rapport aux compétences. Oui, il est vrai que les postes ministériels devraient être partagés par compétences, mais on ne va pas dire que il y a des provinces, dans les 26 provinces que nous avons, où il y a des gens qui ne sont pas compétents dans tel ou tel secteur. Ça, c'est vraiment à exclure. Donc l'idée, c'est de renforcer la cohésion nationale. Vous savez, nous sommes un pays post-conflit. D'ailleurs, nous sommes dans certaines zones en plein conflit. Ouais. Et il y a toujours des conflits ethniques dans beaucoup de provinces. Donc nous sommes une société très diversifiée, très clivante. Et pour favoriser ce rapprochement du sentiment national, donc il faudrait que nous assistions à une situation telle que chaque province se retrouve au moins avec un ministère. Moi, je pense que ça c'est possible. Des compétences, il y en a dans tout. Moi, quand on parle par exemple du Maniema, parce qu'il s'agit du Maniema, il y a des intelligences qui sont au Maniema, on ne peut pas quand même les nier, qui peuvent faire partie de ce gouvernement. Vous savez, c'est la question de la composition du gouvernement, c'est une œuvre humaine et ça ne peut pas manquer d'erreurs, ça ne peut pas manquer bien évidemment de ratés. Sur ce point-là, moi je pense qu'il faut vraiment prochainement revoir, et parce qu'il est important, la question de la gestion par les Congolais, fils et filles de la République démocratique du Congo, doit être traitée avec beaucoup de minutie pour éviter de telles déclarations qui sont, moi je pense, évitables. Au-delà de ça, on va rentrer, parce que vous avez d'ailleurs parlé de l'Union sacrée. Ici, il y a même des regroupements qui ont 10 députés, plus de 10 députés, et n'ont pas des ministres. Vous voyez, ça crée déjà un problème. Bon, ça c'est un fait privé entre les partis, bien évidemment, de l'Union sacrée. On ne va pas beaucoup plus rentrer dedans, mais la gestion du pays par tous les Congolais, c'est une question très importante qu'il faut prendre en compte, aussi longtemps ou d'autant plus que nous sommes un pays post-conflit, mais nous sommes aussi un pays très clivant, très diversifié en termes des ethnies, en termes de tribus. Donc pour participer à ce que le pays soit soudé en termes de la cohésion nationale, je pense qu'il est important. Et les revendications qui viennent bien évidemment des ressortissants des provinces qui se sentent lésées, moi je trouve que c'est tout à fait normal. Voilà, je vous pose une petite question brève, une réponse qui demande aussi une réponse brève. Vous êtes journaliste, donc vous regardez la société, vous observez très bien. Oui. Vous avez vu qu'il y a des partis politiques de la majorité qui appellent déjà à des manifestations, qui citent certains au cadre politique de l'Union sacrée. Est-ce que cela vous fait craindre des soubresauts dans les jours qui viennent à l'Assemblée nationale? Mais justement, on attend déjà d'ailleurs une pétition qui est en gestation contre l'investiture du gouvernement Judith Souminois. Donc l'idée c'est de boycotter ce gouvernement et renvoyer bien évidemment les partis aux discussions. Moi je pense que c'est une possibilité qui peut arriver, mais ça n'avancera les Congos à quoi? C'est ça la grande question. Voilà, Dieudonné Boinali, venons-en maintenant à la mission qui est censée être la mission du gouvernement Judith Souminois. Selon vous, c'est quoi la mission principale à laquelle les membres du gouvernement Souminois doivent être attelés? Permettez-moi de glisser un mot. J'avais suivi Augustin Kabouya
un jour qui disait 10 députés, un ministre. Justement. Mais si vous regardez bien la composition de ces gouvernements, vous allez voir, je ne citerai pas des noms, il y a des personnes qui ont été nommées des ministres dont les partis et regroupements politiques n'ont pas pu avoir même 2 députés, même 3 députés. Cette situation a créé déjà des frustrations au sein de la nouvelle majorité parlementaire. Vous avez des personnes qui ont été nommées dans ces gouvernements qui viennent de l'opposition modérée. Il y a d'autres qui viennent même de l'opposition dite radicale, la nouvelle opposition radicale, qui se retrouvent dans ces gouvernements. Mais au sein même de cette majorité, il y a des mécontents, des gens qui n'ont pas été nommés. Je voulais aussi ajouter le fait que on a tenu plus compte de la géopolitique, du poids politique, la cohésion nationale, Fiston Leco l'a dit, les genres, mais on a semblé négliger l'expérience professionnelle, la technocratie, les compétences. Vous savez, nous autres, nous avons déjà un travail. Nous sommes des journalistes, nous travaillons dans une rédaction qui s'appelle la rédaction centrale de Géopolis. Mais il nous arrive parfois, nous tombons sur des offres d'emploi, que ce soit d'une organisation internationale, d'une entreprise de la place qui vous intéresse. Mais quand vous lisez l'offre, vous allez voir quelque part, on vous dit qu'il faut avoir l'expérience professionnelle, 5 ans, 10 ans, 6 ans, 8 ans. Vous allez constater que dans ces gouvernements, il y a des néophytes, des gens qui n'ont jamais travaillé. Il y a des gens qui sont devenus pour la première fois ministres, sans avoir été même fonctionnaire de l'État, cadre dans une entreprise publique ou privée. Donc, ils vont apprendre à gérer la chose publique en étant au cabinet ministériel. Ce n'est pas intéressant, même si on a voulu que les critères jeunesse puissent être intégrés dans la composition de ces gouvernements, mais il fallait insister aussi sur l'expérience professionnelle, la technocratie et les compétences. Bon, quelqu'un va me dire, bon, les ministres ne travaillent pas seuls, ils travaillent avec un cabinet, il a un collège de conseillers, mais on parle de leadership. Si notre pays n'arrive pas à décoller, à se développer, si certains secteurs de la vie nationale n'arrivent pas à décoller, à être bien gérés, c'est déjà à la tête du ministère, on met quelqu'un qui souffre déjà de leadership, qui souffre déjà des compétences professionnelles, il n'est pas du domaine. Donc, il est surpris comme ça, je suis ministre. Ce sont des erreurs, je pense, à ne pas répéter. Je pense que lorsqu'il y aura un remaniement, le président de la République va sauter sur l'occasion pour corriger ces erreurs. Maintenant, s'agissant maintenant des urgences, il y a des urgences liées à la paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. Je ne vois pas des investisseurs venir investir dans un pays où il y a le bruit des bottes. On dit que l'argent des investisseurs, c'est tous les capitaux frais, n'aiment pas le bruit des bottes. Et quand vous regardez la carte de Risk Map, vous allez voir que la RDC se trouve dans la zone rouge comme beaucoup de pays du monde. Donc, nous sommes dans la zone rouge. Des zones où, quand il faut aller investir, il faut déjà chercher à minimiser les risques. Et la partie qui est vraiment très rougeâtre, c'est l'Est de la République démocratique du Congo. Heureusement et malheureusement, ces ressources naturelles constituent à la fois notre bonheur et notre malheur parce qu'il y a plus de 500 groupes armés qui pillent l'Est de la République démocratique du Congo. Plus de 500 quand même. Plus de 500. Qui va aller investir dans une zone pareille, même si on parle de métaux stratégiques, des métaux qui vont décider demain sur l'avenir de l'humanité. On parle du cobalt, les cuivres, les coltans, la cassitérite, le lithium de Manono et j'en passe. Le niobium même. Il y a beaucoup de minéraux stratégiques qui sont très prisés sur les plans internationaux. Je pense que la première urgence, c'est de stopper l'aventure M23. Ça trop dirait. On parle maintenant de 30 ans, ça suffit. Ça fait 30 ans que la République démocratique du Congo est en guerre. 30 ans, ça suffit. Faites un peu les calculs.
l'argent que le Trésor public a dépensé depuis la première année de l'invasion de la RDC jusqu'à aujourd'hui. C'est énorme. C'est beaucoup. Évidemment. La deuxième priorité, je pense qu'il faut investir dans les infrastructures. J'ai aimé hier, le président de la République devait lancer les travaux pour la construction des autoroutes, non pas des rocades qui devaient désengorger la ville de Kinshasa. Mais cette cérémonie a été reportée parce qu'on attend l'investiture du gouvernement. Mais l'idéal voulait que le président lance ses travaux, même avec les anciens ministres. Mais il y a eu changement de programme. C'est pour vous dire que les infrastructures sont très importantes. L'autre urgence, c'est l'énergie. Moi, je ne vois pas un investisseur aller investir dans les Congo profonds, dans des provinces dépourvues d'énergie électrique. Comment vous allez lui demander de transformer les fruits, toutes les matières premières que nous avons là-bas, que ce soit dans l'agro-industrie, que ce soit dans le secteur minier, que ce soit même dans le secteur forestier. Vous lui demandez de transformer les bois sur place. Au moment, dans la Grande Équateur, par exemple, il n'y a pas d'énergie. L'autre urgence, c'est notre diplomatie. En tout cas, on doit fournir beaucoup d'efforts pour améliorer l'image du pays. L'image que présente la République démocratique du Congo telle qu'on nous caricature. C'est un pays où si vous allez là-bas, tu ne feras même pas 2 jours de vie, on va te tuer. Il faut que le gouvernement travaille sur l'image positive de la République démocratique du Congo. D'autres pays de la région les font. Vous voyez, on visite ceci, visite Y, visite ceci. Et ils ont compris que nous venons de sortir du génocide. Donc notre pays est considéré comme le pays des génocidaires. Nous nous entretuons. Nous devons travailler sur notre image, améliorer la bonne gouvernance, mettre de l'ordre. On ne peut pas vivre dans un pays où il n'y a pas de permis de conduire, il n'y a pas de carte d'identité, il y a non-respect du code de la route, il n'y a pas d'énergie. C'est tout le moment qu'on coupe l'électricité. Dans ces conditions-là, comment on va se développer? Je pense qu'on ne développe pas un peuple, mais on se développe. Le gouvernement devait mettre les conditions minimales pour que chaque Congolais explose dans son secteur. On ne peut pas venir dire non, on a commis ministre, on a commis député, on a bino na kopé sabino biloko boy. Ba la kaka population té. La population a besoin des routes, de l'électricité, des bonnes écoles, des bonnes universités, l'énergie électrique, j'ai parlé de ça, de la paix. Vous pensez, Patrick Ilunga, s'il y a l'électricité dans ma commune, mais si j'ai de l'argent, je vais acheter un moulin, je crée une petite unité de production. Quelqu'un qui veut se lancer même dans la production de beignets, il n'y a pas d'électricité. Il va faire comment? C'est pour cela que nous avons beaucoup de bandits, de Koulouna dans nos grandes villes, parce qu'il y a plus de 80% des jeunes qu'on appelle la jeunesse désœuvrée. Certains terminent les études, ils n'ont pas d'emploi. D'autres, ils n'ont pas de moyens pour aller à l'école. Dieu merci, il y a eu l'avènement de la gratuité de l'enseignement. D'autres sont victimes de la marginalisation. Chaque fois, quand il y a des offres d'emploi, on les cache. Quand c'est à la DGI, à la DGRAD, on les cache. Au GFM, on les cache. On donne à leurs propres enfants parce qu'ils sont au pouvoir, ils sont dans la mangeoire. Mais quand c'est l'armée, quand c'est la police, on rend ça disponible à tout le monde. Je ne dis pas que l'armée et la police sont mauvaises. L'armée est en train de monter en puissance. Il y a des gens qui rêvent de devenir des militaires, d'autres de devenir des policiers. Mais il faut aussi améliorer les conditions des militaires et des policiers. Ces gens-là nous protègent. Quand nous dormons, et ils veillent sur l'intégrité du territoire, ils veillent sur notre sécurité. Voilà, il faut améliorer aussi leurs conditions. On a compris qu'il y a une foultitude d'urgences. La même question, je l'adresse à Fiston Oleko. Fiston, maintenant qu'on a fini, on a le gouvernement, comme Géopolis l'a dit, une équipe de démission. Quelle est la mission principale à laquelle ces membres du gouvernement vont être attelés? Merci beaucoup, Patrick Ilunga. Vous savez, le Congo, c'est un pays à plusieurs urgences. Un pays qui demande qui ait plusieurs missions. Moi, je ne vois pas définir ça en une seule mission. Il y a plusieurs missions que ce gouvernement est appelé à accomplir. Voilà. Déjà, il faut dire que quand vous voyez par exemple l'intitulé, j'aime beaucoup cet intitulé du programme d'action de Sama Lukonde, qui est justement la vision du chef de l'État. Faire du Congo un État fort,
prospère et solidaire. Ça résume tout. Voilà. Ça résume tout ce que nous devons faire de cet État. Et le programme est clair. Quand on parle d'un État d'abord, c'est quoi un État? Les Congos que nous devons en faire un État fort, prospère et solidaire. Un État, c'est justement l'ensemble des populations vivant sur un territoire et ces populations-là sont représentées par un gouvernement reconnu à l'international. Oui. Là, nous voyons nos représentations, bien évidemment. Mais ce qui est au Congo, c'est quoi? Nous sommes un État où, avec une population qui n'est pas identifiée d'abord, c'est un problème, avec une population affaiblie par la perte récurrente de son pouvoir d'achat, avec une population qui y est mal payée, d'ailleurs sous-payée. Nous vivons ici avec des Indiens qui payent nos compatriotes à coût de $80. $80, comment nouer les deux bouts du mois? Alors que vous n'avez que ça comme c'est l'activité génératrice de recettes. Vous quittez votre maison de 8 heures et revenir à 17 heures. Un pays qui n'a pas de SMIC. Cette population vit sur un territoire où les frontières sont poreuses. Nous avons la question de l'Est, bien évidemment. Nous sommes surpris avec nos drones de voir les Rwandais sur notre territoire. Personne ne contrôle notre territoire. Nous avons des problèmes de frontières avec nos voisins. Récemment, ici, nous avons vu avec l'Ouganda, avec l'Angola, la question, avec même le Congo-Brazzaville, la question n'est pas encore traitée. La Zambie, avec les bornes qui ont été déplacées dans des villages. Nous avons un gouvernement qui est budgétivore, un gouvernement qui s'accapare de toutes les recettes qui sortent, bien évidemment, du trésor public en payant des missions des ministres, des frais de fonctionnement. Et ça ne permet pas à ce que les provinces puissent respirer. Je vous rappelle ici, vous êtes aussi sans ignorer que lors du mandat passé, nous avons vu avec les députés provinciaux ici, il y a eu même des rixes au niveau de la primature, entre les agents de sécurité de la primature et les députés provinciaux. C'est un problème. Et tout cela, la conséquence, c'est que ça affaiblit notre capacité sur la scène internationale. Là, on parle de la représentation de la RDC au niveau international. Donc, moi, je pense que nous devons travailler à faire réellement du Congo un pays fort, prospère, un pays fort, bien évidemment, avec une armée forte, avec une police très forte, pour non seulement sécuriser, bien évidemment, nos frontières, mais aussi les Congolais et leurs biens ici en interne. Mon co-débatteur Dieudonné Bonal y a parlé ici de la condition socio-économique de nos militaires. Ça pose problème. On ne va pas aller plus loin pour dire qu'on a démobilisé nos forces de défense. Nous avons aussi ces problèmes de rendre le Congo fort. Là, on parle de rendre l'État congolais prospère. Là, on parle de l'économie. Nous avons quelle économie? Une économie de rente basée sur les mines. Nous avons ces problèmes de la diversification de notre économie. Quand on parle de la diversification de notre économie, M. Dieudonné Bonal a parlé longtemps ici des questions des routes. Parce que le Congo, c'est un pays aussi qui peut faire de l'argent avec le tourisme. Mais comment atteindre les coins et recoins? Nous avons d'abord des problèmes des aéroports. Des chantiers des aéroports lancés avec un programme qui a été d'ailleurs piloté par le pauvre Sherbin Okende. Je ne sais pas quel est cet aéroport qui a été livré. Bangoka, au Kisangani n'est pas encore livré. À Bouende n'est pas encore livré. Donc, non seulement au niveau, bien évidemment, Mbujima n'est pas encore livré, non seulement au niveau des transports aériens, mais aussi au niveau des transports terrestres. Il n'y a pas de route. Nous sommes bloqués à nos 50 000, je ne sais pas, à terre, je ne sais pas, kilomètres carrés. Et d'ailleurs, tous les 50 000 kilomètres n'est pas asphalté. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas même en terre battue. Il y a aussi des problèmes de chemins de fer à l'ouest. Arrive plus à Matadi, voilà. Le train s'arrête à Kimwenda. Donc, ce sont là les missions et les priorités que le gouvernement doit bien évidemment s'y atteler pour trouver des solutions. Quand on parle de solidarité, nous voyons bien évidemment des questions, des urgences qui s'imposent à la RDC. Nous avons des déplacés, par exemple, des déplacés des guerres. Aujourd'hui, nous comptons en termes de millions. Il faut voir maintenant dans quelles conditions ils vivent. Nous avons eu des problèmes ici, des catastrophes naturelles. Comment nous les avons gérés? Les déplacés des Yumbi, comment nous les avons gérés? Donc nous sommes un pays à problème. S'il faut égrener tout cela ici, ça va nous prendre même toute une journée, ça va nous faire même un livre à 2 tomes. Mais moi je crois que ce gouvernement doit être d'abord conscient de sa responsabilité, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Quand on vous nomme dans un poste ministériel, ce n'est pas seulement la fête, mais aussi
Mais c'est aussi et surtout une responsabilité, voir comment est-ce que je peux gérer pour répondre tant soit peu aux questions fondamentales qui s'imposent au niveau de la RDC. On va prendre par exemple le cas de l'agriculture. Quelle est notre politique pour développer ce secteur? Rien du tout. Aucun Congolais. Le ministère a été élevé au rang des ministères d'État. Aucun Congolais aujourd'hui. Mais ce qui n'est pas rien, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de moyens, il y aura beaucoup plus de budget alloué. Justement. Donc forcément, il y a une certaine dynamique qui est enclenchée. Mais moi, ce que moi je crains personnellement, c'est que ça y est, que nous assistons à un budget seulement pour le fonctionnement du ministère, agrandir le nombre des membres du cabinet, mais en termes de budget d'investissement, zéro. Moi, je veux vous dire, il y a un accord au niveau de l'Afrique, de l'Union africaine, qui intime tous les gouvernements des États membres que les budgets du secteur de l'agriculture ne soient pas en deçà de 10% du budget national, de l'ensemble du budget. Mais ici, à RDC, on alloue 2%. Mais pour exécuter, il y a un rapport. Un rapport de l'ODEP qui dit c'est au moins de 2%, on arrive même à 0,8%. Donc ce sont là des questions fondamentales. Nous devons avoir des politiques claires dans tous les secteurs. Et malheureusement au Congo, nous n'avons que les secteurs miniers où on trouve beaucoup d'énergie concentrée au niveau de l'État. Et ça craint. Il faut que nous changions des paradigmes pour que nous voyions clair dans la gestion de l'État. Le président de la République, lorsqu'il a battu campagne, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été élu, il a parlé des 6 piliers. Et ça résume tout. Si on s'attelle peut-être à ces 6 piliers-là pour ne pas disperser les énergies, moi je pense que ça va aller. Il a commencé par l'emploi, renforcer le pouvoir d'achat, la sécurité, renforcer les services publics de l'État. Là, on voit des hôpitaux, les écoles, les tout. Donc, moi je pense qu'il faut s'y atteler, travailler là-dessus et ça va alléger la tâche. Et les Congolais sont un tout petit peu fatigués des discours. On a passé 5 ans dans les discours. On va dire que Covid-19, la guerre russo-ukrainienne, on va dire beaucoup de raisons. Moi, je pense que ce mandat, il n'y a pas d'excuse. Ce mandat, le peuple congolais, je pense qu'il doit être regardant et très regardant à l'égard des dirigeants. Voilà, merci beaucoup. Maintenant que vous avez parlé des missions tous les deux, venons-en maintenant au choix des hommes. Est-ce que ce sont des hommes qui ne vont pas faire perdre le temps, quand je dis des hommes et des femmes, aussi les ministres, est-ce que ce n'est pas des ministres qui vont faire perdre le temps à la RDC par essai et erreur? Est-ce qu'il y a une cohérence d'ensemble, par exemple, sur tel ministère, tel autre? Quel est votre jugement de choix des hommes et des femmes en général dans ce gouvernement Dieudonné Boinali? Bon, déjà, j'ai apprécié le fait que la parité homme-femme. On va parler de la parité a été sur la prochaine suivante. Oui. Mais je pense qu'il faut leur donner la chance. Pourquoi je l'ai dit? Nous avons vu lors de l'avènement du gouvernement Sama Lukonde, beaucoup de Congolais comme nous autres, on avait des doutes sur la capacité de ces membres du gouvernement à ramener le pays sur la marche du développement. Vous êtes satisfait donc du gouvernement Sama Lukonde? Un peu. Parce que nous avons vu certains projets majeurs réussir et qui ont fait même la fierté de ces gouvernements et qui constituent même l'actif, les bilans positifs à mettre à l'actif, permettez-moi la tautologie, au gouvernement Sama Lukonde. Il y a eu l'avènement de la gratuité de l'enseignement, il y a eu la couverture santé universelle, ça ce ne sont pas des choses à négliger. Il y a eu aussi les fameux programmes de développement local de 145 territoires. Dieudonné Boinali, voilà. vous avez la parole. C'est vrai que quand vous écoutez par exemple les sources proches de la présidence, ils parlent des hommes ou bien des femmes du gouvernement Soumouina qui vont consolider les acquis. C'est de cela dont on a parlé. C'est là où je voulais maintenant, moi je souhaite que vous commentiez par rapport au choix des hommes et des femmes. Par exemple, vous pouvez dire à tel ministère, on a mis telle personne. Je comprends, voilà je les comprends. qualités. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé mieux? Les chefs de l'État avaient déjà lancé les décors en disant nous devons consolider les acquis. C'est pour cela que j'ai parlé des projets de développement local de 145 territoires, la gratuité de l'enseignement, la couverture de santé universelle. Ce gouvernement précédent a fait beaucoup de choses, de biens que nous ne devons pas ignorer.
Maintenant, dans le cas de consolider les acquis et éviter les erreurs du passé, nous avons vu le chef de l'État faire un casting pour chaque poste ministériel à occuper par la personne qui sera promue. J'ai vu par exemple au ministère de l'économie, on a mis quelqu'un qui est du domaine. Professeur Moukoko Samba, que je salue, m'a enseigné le cours des statistiques descriptives. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il est enseignant, professeur d'économie. Il pratique aussi cette économie-là. Il a travaillé au programme des Nations Unies pour le développement. Ce n'est pas une petite institution spécialisée des Nations Unies. Le professeur Daniel Moukoko Samba fut vice-premier ministre au budget, hein, à l'époque où Matata Ponyo Augustin était premier ministre. Donc pour ces postes-là, je pense que le casting a été bien fait. Je prends aussi quelqu'un comme Molendo Sakombi, qui a été promu ministre des hydrocarbures. C'est quelqu'un qui vient d'abord des affaires foncières. Vous savez, dans ses portefeuilles, il a révolutionné beaucoup de choses. Il a amené beaucoup de réformes. On parle même aujourd'hui de la carte numérisée pour tout détenteur d'un lopin de terre, d'un titre parcellaire ou certificat d'enregistrement. Donc, il a fait beaucoup de choses aux affaires foncières et il y a eu même augmentation des recettes. Je prends quelqu'un comme l'actuel, le nouveau ministre des Mines, hein, Kizito Pakabomba. C'est quelqu'un qui a œuvré pendant des décennies, 20 ans. Il a travaillé au sein de la multinationale Total Énergie jusqu'à aller créer sa propre entreprise pétrolière. Il quitte le secteur pétrolier pour le secteur des mines. Je me dis bravo. C'est quelqu'un qui était déjà dans le secteur des ressources naturelles. Donc, entre les hydrocarbures et les mines, il n'y a qu'un pas. Donc, il n'aura pas de difficulté à se familiariser du secteur et surtout qu'il fut conseiller à la présidence de la République. Voilà pourquoi il a été nommé à ces postes-là. Les exemples sont légion. Je vois quelqu'un aussi comme Jacquemain Chabani qui a été nommé ministre, il n'a jamais été ministre de l'Intérieur. Il n'a jamais été ministre, mais c'est quelqu'un pétri de talent. Hein. Attention, Jacquemain Chabani, c'est un avocat. Moi, je le connais très bien. Nos parents étaient des amis. Nous nous connaissons depuis l'enfance. C'est un avocat, un ancien de l'université de Kinshasa. Et puis, il a dirigé pendant plus de 10 ans la CEP, la commission électorale du parti. Mais de quel parti? L'IDP, c'est le parti présidentiel. Merci. Il a été parmi les personnes qui ont dirigé la campagne présidentielle du candidat Félix Tshisekedi jusqu'à remporter la présidentielle. Il était le directeur de campagne. Directeur de campagne. C'est aussi un homme de confiance du président. Je pense, pour des postes comme le ministère de l'Intérieur, on ne peut que mettre des gens à la casquette de Jacquemain Chabani. Merci, Dieudonné Boinali. Je prends aussi F. Bazaïba. Personne ne peut me contredire que pour les mandats passés du président Tshisekedi, cette dame a bien travaillé dans le secteur de l'environnement et développement durable. Merci, voilà Dieudonné Boinali. On va faire tourner la parole. Fiston Oleko, il nous reste... Mais il y a des ministères où des cas posent problème. Voilà. Donc, où il n'y a pas l'unanimité, la population réclame, même nous, les journaux, nous disons non, lui il devait être X ministère, pas Y. Il y a aussi des ministères comme ça. Fiston Oleko, la même question. On a parlé de la mission, mais le choix, le casting, comme a dit Dieudonné Boinali, est-ce que le choix vous a convaincu partout? Est-ce que la première ministre ou bien le président qui a signé l'ordonnance n'aurait pas trouvé mieux à tel ou tel autre ministère? Déployez-vous, donc ouvrez-vous. Merci beaucoup pour la question. Moi, j'estime que dans la plupart des cas, de manière fondamentale, je pense que le casting a été bon. Oui. Mais, comme je l'ai dit, dans la majorité, c'est-à-dire qu'il y a aussi des cas où on peut quand même émettre quelques doutes. Bon, on va quand même prendre quelques ministères. On va prendre des ministères clés, notamment le ministère de l'Intérieur.
Oui, il est vrai que Jacques Chabani n'a pas encore travaillé dans un quelconque gouvernement, mais c'est quelqu'un qui a quand même de l'expérience politique, parce qu'il faut dire que le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas seulement voir du côté sécurité, mais c'est aussi un ministère de confiance. Et le chef de l'État, tout chef de l'État, partout au monde, ne peut pas donner ces ministères-là, par exemple, notamment le ministère de l'Intérieur, à n'importe qui. On donne à celui... C'est comme une colonne vertébrale du pays. Voilà pourquoi même c'est les ministères préséants au sein du gouvernement. Et ça vient après, justement, la primature. Donc, Jacques Chabani, c'est d'abord l'homme de main de Félix Tshisekedi. Et il était pendant longtemps... L'homme de confiance. L'homme de confiance, oui, justement. De Félix Tshisekedi, il était pendant longtemps, vous avez dit, responsable de la CEP, commission électorale du parti, mais il sort justement du cabinet du chef de l'État comme conseiller principal en matière politique et aux élections. Non. Au processus électoral. Et au processus électoral, voilà. Justement. Et c'est lui qui a d'ailleurs été le coordonnateur de campagne de Félix Tshisekedi et il a fait les tours du pays avec Félix Tshisekedi. Donc c'est quelqu'un qui comprend aussi la vision du chef, qui comprend les priorités du chef et être dans ce poste-là. Et sur le plan technique, on peut émettre quelques doutes, mais sur le plan de la confiance, sur le plan de quelqu'un qui maîtrise un peu les rouages autour du chef, il a quand même des capacités, et surtout pour avoir travaillé aux côtés du chef de l'État depuis mai 2023 qu'il était à ce poste. Il y a aussi cette question du ministère des Transports. Bon, beaucoup de gens essaient un tout petit peu de minimiser ces secteurs. Bon, je me demande pourquoi. Ils sont en train de chambrer quand même. Jean-Pierre Bemba. Ouais. Oui, quand même, le mouvement du ministère de la VPM de Défense au VPM de Transport, ça peut quand même poser des questions. Mais c'est quand même l'un des ministères aussi clés dans un gouvernement, dans un pays. Parce que ça renferme beaucoup de secteurs. Nous avons les transports aériens, nous avons les transports maritimes, nous avons les transports routiers, nous avons les transports terrestres. Donc moi je pense que c'est un ministère clé et il faut dire que Jean-Pierre Bemba n'est pas étranger dans ce secteur. Son papa était détenteur d'une entreprise de transport aérien, Sibé Zahir, si je m'abuse. Donc c'est quelqu'un qui est aussi dans la place... Bateaux. Oui, justement, ils étaient aussi dans les transports maritimes. C'est vraiment quelqu'un, le chef de l'État, ce n'est pas un coup de tête. Il a quand même aussi calculé où je peux mettre ce monsieur et il l'a mis dans un secteur où il peut se sentir à l'aise pour avoir travaillé dans ce secteur. Mais il y a aussi, Dieudonné Bonal l'a évoqué ici. En quelques secondes, parce qu'on est talonné par le justement, temps. je vais ramasser, je vais ramasser un autre secteur où on a placé la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, on va l'économie avec le professeur Daniel Mkoko Samba, qui a été ministre délégué au budget avec Matata Pogno. Il y a le ministère de la Justice. Bon, on met un juriste, produit local, Constant Moutamba, et ce que moi, intact de Félix Tshisekedi, c'est qu'il place des personnes qui, jadis, ont fait quand même montre ont émis quand même certaines critiques dans certains secteurs, ou ceux qui ont déjà une idée de ce secteur-là, et il les place dans des secteurs comme ça. Vous allez vous souvenir, Moutamba a dit qu'il faut placer des vertébrés dans les secteurs de la justice. Ben, il est là. On estime qu'il sera vertébré, mais là où ça pose problème, je vais quand même dire un mot par rapport à ça. Bon, déjà, ministère de Défense, on prend quelqu'un qui vient de la... Comment on appelle, du journal officiel. Bon, je ne sais pas c'est quoi l'idée du chef là, mais là où il pose un problème, on estime qu'il y a un problème. C'est de la présidence de la République. Mais on parle de la défense. Moi, je pense qu'il y a eu un problème au niveau, pas tellement un problème. Je ne sous-estime pas la dame qui a été nommée au ministère des Affaires étrangères, mais j'estime que le contexte conduirait à ce que le monsieur Christophe Lutundula soit maintenu, parce que dans la guerre que nous avons, il avait mouillé les maillots. Justement. Et il comprend bien les choses. Ouais. Et il était d'ailleurs, je pense qu'on a d'ailleurs ravi Patrick Mouyaya d'un allié très important, parce qu'avec lui, ils ont beaucoup milité dans les fronts médiatiques et diplomatiques. Merci Fiston Mouyaya aussi a mérité sa reconduction. Oui. Voilà, merci Fiston Leko. Je crois qu'on est talonné par le temps. Nous avons fini Je presse pour ce jour. Très vite.
Remercier, oui, c'est toujours très court. Il n'y a pas On eu de va mot de la remercier Fiston Leko pour tes analyses toujours pertinentes. On a Merci remercié également Dieudonné Boinali pour ses analyses toujours profondes. On remercie toute l'équipe technique qui s'est affairée derrière les caméras et puis en régie. On va remercier tous nos téléspectateurs. Vous avez vu, on a fait le tour de la question, bien qu'on n'a pas touché la question de la parité ou bien de question de genre. Aujourd'hui, le gouvernement, c'est 31% des femmes ou bien des dames. Si on ajoute la première ministre, nous sommes à Voilà, 33. la question, 33%. aurait dû peut-être être débattue en termes de capacité de chaque femme, pas seulement femme, mais le profil est aussi important que le genre de la personne qui occupe un portefeuille ministériel. En tout cas, on va se quitter sur cette note avec l'espoir de se retrouver la semaine prochaine. Ce sera toujours avec le même plaisir.